connaître des auteurs qui n'étaient pas connus et de propager les livres d'auteurs bien connus, à l'instar de Jean-Marie Leclésio, ici présent. Nous nous réjouissons que le lancement de ce soir coïncide avec la journée internationale de la francophonie. C'est de bon augure, mais d'un côté, surtout aussi pour souligner notre bilinguisme horizontal. Nous nous réjouissons à l'île Maurice de ne pas parler seulement français. Nous nous flattons de parler le français et l'anglais mal. C'est déjà un début. Plus, bien évidemment, langue de terroir, langue de peuplement, que ce soit l'hindi, l'ourdou, le chinois, entre autres, pour vous dire que nous sommes riches de ces langues-là. Donc après Maurice, une anthologie littéraire de 1778 à nos jours de Issa Asghari qui avait été lancée l'année dernière pour le 2e ou 3e festival de Trou d'eau douce. Une autre anthologie internationale, cette fois-ci, lancée en la présence par justement Jean-Marie Leclésio, dont le texte « Lettre à l'enfant de l'île » à propos des livres, je suppose que pas beaucoup d'entre vous non plus là ont eu la possibilité de lire le livre. Je l'ai lu que hier soir, donc j'ai lu quelques passages, bien évidemment, dont le texte donc, de Jean-Marie s'intitule « Lettre à l'enfant de l'île » à propos des livres, fait partie des 17 autres qui constituent cette anthologie. 18 auteurs donc qui ont accepté d'y contribuer pour encourager la lecture chez les jeunes et pour surtout promouvoir aux échanges interculturels dont un peu c'est le dada de deux amis ici présents. J'ai eu la possibilité de jeter un coup d'œil sur les titres de ces textes-là. Croyez-moi, c'est une véritable plaidoirie pour la lecture. Avec des titres, il faut lire pour exister. Faites ce que vous voulez, mais continuez à lire. Il n'y a que des titres pareils pour signifier le souci, justement, de ceux qui ont contribué à cette anthologie de perpétuer la lecture, parce que la lecture, bien évidemment, donne de la culture. La culture nous permet, comme je le dis souvent, de repousser très loin les frontières de la barbarie. De Jean-Marie Leclésio, donc à Issa Asghari dans le texte, en passant par Ananda Devi, Tao Benjelloun, Jean-François Sanlon, Chinmoy Gua. J'ai été surpris de voir son nom parmi les contributeurs. Chinmoy Gua, qui est un auteur indien, qui nous a fait l'amitié de venir participer à la première édition de Confluence à l'époque. Sudir Azarissine, notre compatriote qui enseigne la littérature française ou les relations internationales à Oxford, notre ami Cédric Hasson, qu'on ne présente plus, Amanat Osséni qui est là aussi ce soir, Jean-Louis Calvé, Davina Itou, qui n'est pas là, je crois. Davina est là? C'est dommage qu'elle ne soit pas là. De belles plumes, donc, au service d'une belle cause. Et surtout pour un ouvrage agréable et convivial avec en prime des illustrateurs et de très beaux pinceaux. Pardon, je vois un pinceau, je vois tout de suite c'est le pinceau de Ismet Gandhi, notre ami de très longue date. Il y a Krishna Luchman, Pascal Lagesse, Audrey Dubourg, Florent Beuss, voilà, je dois m'arrêter au nom de Florent Beuss, grand illustrateur devant l'Éternel, qui nous a quittés il y a dans des circonstances très douloureuses. Il y a quelques mois de cela, nous avons bien évidemment une pensée spéciale pour lui ce soir.
Rishi Djogo, entre autres, Talib Nazrou, Ismaël Gandhi, j'ai déjà cité, et Saloni Lala. Voilà pour ce lancement de ce livre, et nous espérons que ce livre aura un très beau succès et qu'il sera sur tous les rayons des librairies, non seulement les librairies, mais les bibliothèques personnelles et publiques. Sans plus tarder, je demanderai d'applaudir Jean-Marie qui nous a fait l'amitié d'être présent parmi nous ce soir, avec un très beau texte dans le livre, avec des accents souvent Saint-Exupériens. Voilà. J'ai essayé d'ajuster pour la taille. Bonsoir, et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour toutes sortes de raisons, mais principalement parce que je suis mauricien et qu'à chaque fois que je viens à Maurice, j'ai le sentiment d'un retour au pays natal, bien que je ne sois pas né à Maurice, mais c'est un retour vers les sources de ma famille, les sources de mon histoire personnelle. Donc c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Et le plaisir se double aussi d'une certaine fierté, puisque je participe au lancement de ce petit livre, rempli de paroles très sages et très valeureuses, qui défendent un art qui est en déclin aujourd'hui, ou du moins on dit en déclin, qui défend donc la vertu de la lecture, donc l'art littéraire. Et pourquoi est-ce que cet art est en déclin? Pourquoi est-il menacé? Eh bien, le monde moderne est un monde assez bruyant et assez féroce, dans lequel les médias, les moyens d'expression se livrent un combat quotidien assez violent. Et la lecture est maintenant vient au second plan pour l'apprentissage de la vie, pour les jeunes, pour les enfants, mais aussi pour les gens, les adultes, tous ceux qui autrefois participaient de cet art s'en éloignent parce qu'il y a des arts concurrents qui prennent la place. Et ces arts concurrents, ce sont des arts de l'instant, du moment, mais non pas de la durée. Et donc, moi, ce que je veux défendre dans la littérature, c'est que c'est un art de la durée. Alors, comment inciter les jeunes à se détourner de la violence de l'instant, de ce caractère très particulier qui incite à regarder, écouter plutôt que réfléchir. Et je crois que c'est quelque chose qui doit s'entreprendre assez tôt dans la vie. Il faut inciter les enfants à lire. J'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, mais les enfants et mes petits-enfants aiment lire. Et je crois que c'est vrai que cette incitation, elle doit être faite avant tout par les parents, par les personnes qui s'occupent immédiatement de l'enfant. Et puis après, l'école, et le collège, les universités prennent le relais. Et ce n'est pas question de maintenir en vie un art qui serait moribond. Ce n'est pas ça du tout. C'est d'essayer d'inciter les enfants à quelque chose qui s'apparente. Moi, je parle de la lenteur, mais ça s'apparente plutôt à la réflexion, au recul qu'on peut avoir par rapport à la vie. Les arts graphiques, en particulier le cinéma et tout ce qu'on peut voir à la télévision, et ça comprend évidemment tout ce qu'on peut recevoir sur l'écran de son ordinateur, par Internet, ou même par le biais des jeux vidéo. Ce sont des arts extrêmement violents qui ne nous laissent pas le temps de la réflexion. Il faut avoir une réaction immédiate. Ça quelque chose qui s'apparente un peu à des techniques de combat. La littérature, les arts écrits, s'apparentent davantage à la réflexion, à la méditation. Donc ça, c'est, je crois, l'élément important.
Et j'étais heureux de participer à ce livre, en particulier à Maurice, parce que je crois que les Mauriciens ont une longue tradition de l'art littéraire. Ça leur vient non seulement de ce qu'ils ont reçu à l'école et de ce qu'on leur a donné à lire, de ce qu'on leur a donné à manger, mais aussi peut-être de l'éducation créole. L'éducation créole est une éducation qui privilégie l'imagination et non pas l'échange immédiat, l'échange brutal entre des médias. C'est quelque chose qui privilégie l'humour, la distance et qui privilégie l'affirmation de soi-même. Et ça, je crois que c'est très important à Maurice, et c'est pourquoi Maurice est un lieu idéal pour lancer ce livre et pour lancer une campagne qui inciterait la jeunesse et les enfants à lire, parce que c'est à travers les livres que les enfants pourront développer leur esprit. Et j'ai eu cette impression très tôt quand je suis venu à Maurice. Je ne suis pas né à Maurice, je suis né en France, mais on me parlait beaucoup de Maurice. Quand je suis venu à Maurice la première fois, un des premiers lieux que j'ai rencontré, c'était la bibliothèque Carnegie à Kirkby. Et j'étais habitué aux bibliothèques de quartier, aux bibliothèques qu'il y a en France, qui sont des lieux assez tristes, où il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas grand monde. C'est assez difficile d'avoir des livres dans les bibliothèques circulaires en France, c'est assez difficile d'avoir une carte de lecteur dans une bibliothèque. Et quand je suis arrivé, j'ai vu les jeunes qui faisaient la queue devant l'entrée de la bibliothèque Carnegie, j'étais absolument bouleversé. Il y a une sorte d'appétit, il y avait une sorte d'appétit chez les jeunes à aller accéder aux livres qui étaient mis à leur disposition dans ce lieu. Et pour moi, c'est resté un des premiers souvenirs de Maurice. Je ne me souviens pas des paysages, je ne me souviens pas des plages, je ne me souviens pas des scènes pittoresques et exotiques, mais je me souviens de la bibliothèque Carnegie. Et donc j'ai retrouvé en lisant les textes écrits par les autres collaborateurs la même impression que c'est dans la durée, dans la période de l'enfance que se développe ce goût de la lecture. Et toutes ces expériences qui apparaissent dans ce livre sont des expériences qui confirment l'importance du livre dans l'éducation des enfants, dans la formation des jeunes, afin qu'ils deviennent des adultes et qu'ils sachent réfléchir, qu'ils ne se contentent pas de ce qu'on leur donne, qu'ils réfléchissent sur les mots, sur le langage, sur les images, sur les événements, et en fin de compte, dans tous les instants de leur vie. Je vais vous lire quelques passages du livre qui m'ont frappé. Je crois que tous ces textes seraient à lire, mais bon, nous n'avons pas le temps de tout lire là maintenant, mais vous allez certainement lire tous ces textes. Donc j'ai relevé quelques passages qui m'ont frappé plus que d'autres dans cette approche de la lecture. Le premier passage que je vais vous lire concerne un professeur de français qui vit à Nankin, en Chine, et que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est un de mes traducteurs. Donc quand je suis allé en Chine, j'ai rencontré ce monsieur qui est un peu plus jeune que moi, et nous avons décidé de dialoguer. Et dans ces dialogues, il racontait quelque chose qu'il raconte dans ce petit conte qui apparaît dans le livre. C'est comment il a été incité à lire des livres. Il raconte qu'il était un enfant très pauvre d'un village de la campagne en Chine. Il n'y avait pas de livres dans le village. Et il n'avait pas évidemment de livres chez lui. Mais un jour, il s'en est plaint à son instituteur en disant « C'est ennuyeux, quand même, moi j'aimerais bien lire des livres, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et son instituteur lui a dit « Je ne peux pas te prêter les livres de l'école parce qu'à ce moment-là, ça va manquer à l'école. Mais je te conseille d'aller au centre du village. Il y a un mât au centre du village. En haut de ce mât, il y a un haut-parleur. Et ce haut-parleur diffuse, en langue chinoise, les nouvelles du monde entier. Et va près du mât, écoute ce que dit le haut-parleur, et tu vas apprendre des tas de choses. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il est allé au centre du village, il a écouté, et il a appris qu'il y avait des pays différents de la Chine, des langues différentes, et parmi toutes ces informations qu'il a reçues, on l'a informé qu'il existait une langue très particulière, assez difficile à apprendre,
mais avec beaucoup de richesse et une longue histoire. Cette langue, c'était la langue française. Et il s'est dit, voilà ma vocation. Quand je serai plus grand, je vais apprendre cette langue, je vais apprendre la langue française. Il est aujourd'hui le directeur des études de français à l'université de Hangzhou. Il s'occupe de traductologie, c'est-à-dire il est spécialiste dans la traduction de tout ce qui était publié en France, et il le présente en chinois. Il est aussi éditeur. Il introduit les auteurs français de toutes les nations où on parle, où on écrit cette langue, et il les fait connaître en Chine. Donc voilà ce premier passage. Bon, je ne vais pas vous le lire parce que je l'ai résumé. Je vais passer au deuxième passage, sinon on va rester trop longtemps. Le deuxième passage que je voudrais vous lire, c'est un petit extrait du texte qu'a écrit Keith Moser. Keith Moser est un professeur de français, quelqu'un de tout à fait remarquable, qui vient du Mississippi, c'est-à-dire du territoire de Tom Sawyer. Et la première fois que Keith Moser est venu à Maurice, nous sommes allés visiter une école. Et Keith Moser a demandé aux écoliers, est-ce que vous connaissez Tom Sawyer? Mais non, ils ne connaissaient pas Tom Sawyer. Donc il leur a un peu raconté de quoi il s'agissait. Il a pu inciter les enfants à s'intéresser à ce personnage extraordinaire de Tom Sawyer. Et dans ce texte, il y a un passage qui m'a frappé. C'est un passage qui est très proche de la vie de Keith Moser. Ayant grandi dans une atmosphère étouffante, incarnée par l'insularité sociale et intellectuelle, on m'a appris que le monde était en noir et blanc, sans nuance de gris nulle part. Les valeurs ultra-conservatrices de ma communauté ont servi à effacer la différence, jusqu'à ce que je commence à découvrir un autre univers à travers la lecture. L'autre était quelqu'un dont il fallait avoir peur, qu'il fallait éviter et ostraciser. Ceux qui osaient défier les normes culturelles arbitraires, ou même ceux dont les différences n'étaient que superficielles, n'avaient pas leur place dans cette atmosphère myope aux frontières rigides. C'est l'acte de lecture qui allait faire éclater ces murs, me mettant ainsi en contact avec le monde extérieur et le regard révélateur de l'autre. J'étais très ému par ces paroles, parce que moi j'ai vécu aussi un peu cela. J'ai été élevé dans un milieu assez confiné du fait de la guerre. Nous n'avions pas beaucoup de camarades, nous ne sortions pas beaucoup. C'était en France. Et les seules occasions que j'ai eues de m'extraire de ce monde étouffant, c'était grâce aux livres qui étaient dans la bibliothèque de ma grand-mère. Donc cette façon de lutter contre la fermeture et d'avoir la révélation que les autres existent, je crois que c'est le message important que Keith Moser donne dans ce court récit. Ensuite, je voudrais vous lire un autre passage qui parle aussi de l'éducation et de ce que l'on reçoit lorsqu'on approche le monde de la lecture. Et en fait, ce passage, je crois que c'est celui que je préfère de tout le livre. C'est un texte écrit par Issa Asgharani. Livre comme vivre, c'est le titre de cet extrait. Et dans ce texte assez détaillé, le docteur Issa Asgharani raconte comment il a grandi dans un quartier, ce quartier de Watford de Port-Louis, qui était un quartier aussi et sans doute assez étouffant et fermé, et comment il a réussi à s'extraire de ce quartier. Et il raconte sa première approche des textes écrits. Et il raconte en particulier ce qu'il doit à la bande dessinée. Et j'ai retrouvé les titres qui ont aussi influencé mon enfance. C'était alors la mode de la bande dessinée à Maurice, le règne du capitaine Mickey de Rodéo et de Blake le Rock. Et moi aussi j'ai lu Blake le Rock et j'étais passionné par les aventures de Blake le Rock. J'achetais ces albums, mais je n'avais pas assez d'argent pour le faire régulièrement. Surtout que ces lectures-là n'étaient pas vues d'un bon œil par la famille. Les parents conseillaient aux jeunes
de faire leurs devoirs de classe ou d'apprendre les leçons plutôt que de perdre leur temps avec T-Comic et T-Mickey. On avait toutefois trouvé la solution miracle. On s'arrangeait entre amis pour acheter tel album et on se le passait. C'est ainsi que j'achetais Rodeo, alors que James Bury David, qui habitait non loin de la rue Barthélemy, achetait Black Lord. Je me souviens qu'il venait à la rue Canal, sur le pont, pour échanger son album contre le mien. Cette habitude de se passer des livres ne nous quitta jamais. Bien plus tard, alors que nous étions cette fois au collège, Bertie m'apporta un livre étrange, une pièce de théâtre, où les répliques étaient bizarres, extrêmement brèves. Il l'avait su en empruntant un certain Jean-Georges Prosper, le futur auteur des paroles de l'hymne national haïtien. Et il me le passa pour quelques jours. Comme la photocopieuse n'existait pas encore, j'ai copié la pièce à la main. C'était En attendant Godot, d'un auteur alors inconnu, Samuel Beckett. Je ne savais pas alors que j'allais étudier cette pièce en licence de lettres modernes et l'enseigner à mon tour à Maurice en 1983. J'ai vu certes Acte sans parole de Beckett au centre de Rochebrune, à Maurice, et fin de partie à l'American Center à Paris. Mais ce n'est qu'en 2001 que j'ai enfin vu En attendant Godot sur une scène. C'était au théâtre artistique Archevêque à Paris, dans une mise en scène de Gilles Bouillon. Les fameuses répliques de Vladimir et d'Estragon me revenaient à l'esprit et j'aurais pu remplacer le souffleur en cas de défaillance de la mémoire des comédiens. Et cette évocation de l'enfant qui aime tellement les livres qu'il a besoin de les échanger avec les autres, il a besoin de faire un troc, littéralement un troc pour pouvoir continuer son goût de lire. À mon avis, c'est quelque chose qui peut parler aux enfants. Parce que souvent, les enfants n'ont pas le budget pour acheter des livres, ou ils sont dans des familles où le budget est très restreint. Mais s'ils découvrent que c'est possible de partager avec les autres, d'acheter à plusieurs livres, et une fois qu'on l'a acheté, de le faire circuler, à ce moment-là, on entre dans un des éléments importants qui est de la lecture. La lecture est un partage, et je crois que inciter les enfants à partager, c'est une excellente leçon de vie. Voilà, je vais vous lire ces extraits, mais je vous conseille de lire tous les textes, parce que tous ces textes nous parlent de l'amour de la lecture, mais pas d'une façon abstraite, d'une façon très concrète, d'une façon qui parle à notre cœur et qui nous dit que les livres font partie de notre vie. Nous ne sommes pas étrangers à la lecture. La lecture nous forme, mais nous formons aussi la lecture. C'est un échange. S'il n'y avait pas les lecteurs, il n'y aurait pas d'écrivains, c'est évident. Les écrivains ne lisent que parce qu'il y a des lecteurs. Et c'est ce partage, je crois, qui est mis en évidence dans ce petit livre. Et j'espère que tous ceux, toutes celles qui sont en charge de l'éducation des enfants, les parents, les grands-parents, et les maîtres d'école, les professeurs, pourront inciter les enfants à partager les livres, à les échanger. Je voudrais terminer en disant que mon goût pour Maurice et pour la Maurice littéraire me vient des rencontres avec les écrivains mauriciens, j'en ai rencontré beaucoup, mais aussi des rencontres qui ont été organisées par Madame Sarojini Asgarali, qui a travaillé dans la Fondation pour l'interculturel et la paix, avec Issa Asgarali et moi-même, à rencontrer les enfants dans les écoles où justement il n'y a pas de livres. Et il y a beaucoup d'écoles à Maurice qui souffrent de pénurie d'argent, et donc il n'y a pas de livres. Les enfants n'ont pas de livres, quand ils rentrent chez eux, il n'y a pas de livres. Il peut y avoir une télévision qui marche dans un coin, mais pas de livres. Donc nous sommes allés dans des écoles, à Gros-Caillou, au Morne, à Béduca, et nous avons distribué des livres aux enfants. Et c'est ce que je raconte dans le conte que je présente dans ce livre, c'est que j'ai été ému aux larmes par un petit enfant, un garçon qui devait avoir 7-8 ans, qui partait avec le livre qu'on lui avait donné et qui le serrait dans ses bras comme si c'était un trésor. Et je me dis, voilà un livre qui va vivre. Ce livre va entrer dans la maison. Je ne sais pas s'il sera lu, parce que cet enfant était un peu jeune, donc il ne savait même pas vraiment lire. Mais le livre va entrer dans la maison, peut-être que quelqu'un d'autre le prendra, l'ouvrira, et peut-être que lui-même, quand il aura grandi,
se souviendra de cet instant et il continuera à garder la vie des livres, à garder la vie de la littérature. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne lecture. Merci Jean-Marie Le Clésio. Si les enfants n'avaient pas à l'époque assez d'argent pour acheter des livres, mais il y a un budget smartphone qui est consacré maintenant pour le renouvellement du téléphone à chaque fois qu'un nouveau modèle sort. Peut-être aussi le smartphone nous emmène aussi à la lecture forcément aussi. Jean-Marie a lu un extrait du texte de Kate Mothers et il fait rêver quand il parle de lui. Il vient de Mississippi. Qui ne connaît pas Otis Redding, Docks of Bay, de toute manière, et tout ce que cette rivière nous a apporté, que ce soit dans le Lucky Luke ou ailleurs, ça a alimenté notre adolescence. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Issa Zerali, qui a été un peu l'initiateur de cette entreprise, de cette opération, pour nous parler un peu de la genèse de cette histoire. Issa. Merci Philippe, merci Jean-Marie. Alors, Sucon, directeur général de l'Open University, Dr. Arthur Edward Research, Gaëtan Bell, président de National Arts Fund. Alors, chers amis qui ont collaboré à lire une anthologie internationale, à la fois les auteurs, 18, il y en a beaucoup dans la salle, il y a même 2 qui sont à l'étranger, qui sont là pour les rencontres interculturelles qui commencent demain. Donc à partir de demain, à Unicity International Hub, donc il y a les rencontres interculturelles présidées par Jean-Marie Le Clésio. C'est donc demain et après-demain. Donc, comme Keith Moser, professeur de l'Université de Mississippi, docteur Gérard Boulisbé de l'Université de Normandie, ils participent à ces rencontres, mais en même temps, ils ont collaboré au livre et donc ils sont là. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Et donc, il y a d'autres qui sont à l'étranger. Jean-Marie a mentionné les textes d'étrangers. Donc, il y a 18, 12, ça fait déjà 30 personnes au monde qui ont collaboré à la réalisation de ce livre. Alors, donc, pourquoi ce livre? C'est simplement que les enquêtes sur le terrain à Maurice, en France, et un peu partout dans le monde, indiquent que le livre, la lecture, sont en déclin. Alors, j'ai déjà cité ces chiffres dans la presse. Et par exemple, donc, il y a déjà ça. Les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice. C'est une enquête que j'ai dirigée et qui a été soutenue par le National Arts Fund du ministère des Arts et du Patrimoine culturel. Voilà, ce sont des mesures qui ont travaillé sur ça. Parce qu'on parle des pratiques culturelles. On peut avoir une expérience de ça. Ça va, mais simplement, il faut avoir les chiffres. Et ça, il faut aller sur le terrain. Donc, quelles sont ces pratiques culturelles et puis, donc, ces industries culturelles émergentes, donc le cinéma. Alors voilà, donc c'est donc les chiffres aussi indiquent. Et puis, il y a aussi donc l'enquête en France, ça je prends Maurice. Et puis l'enquête en France, c'est par exemple en mars 2022, l'enquête du Centre national du livre, du CNL. Donc c'est le titre de l'enquête, les jeunes Français et la lecture. Voilà. Alors ce qu'ils ont fait, c'est mesurer, comprendre et identifier les pratiques, ainsi que les leviers et freins à la lecture chez les jeunes de 7 à 25 ans. Donc ces enquêtes prouvent que, je n'aurai pas le temps de donner les chiffres, mais simplement que
que ce soit en France, que ce soit. Et ça, d'ailleurs, vous le savez, c'est ça que j'ai dit d'expérience, un peu de prouve que c'est dans l'éclat, le livre et la lecture. Ce que je dis, la lecture, c'est pas. Même sur l'écran, hein. Il y a le livre papier, mais aussi, peu importe, la lecture, même on lit, c'est toujours on lit. Mais là, on parle en général. C'est que, donc je ne sais pas, donc il y a le livre papier, moi je préfère le livre papier, mais même lire sur l'écran, ça ne fait rien, parce que peut-être les jeunes le préfèrent. Je me souviens que Sanderson, dans son émission La Nuit, et Focus, m'avait posé cette question un peu à la fin, qu'est-ce qu'il faut donner à un enfant? Un livre papier ou une tablette? Je dis les deux, il ne faut pas opposer, peut-être qu'il le préfère. Hein. C'est les fils, les filles, petits-fils, les petites-filles préfèrent. Donc, les deux, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai aussi un Kindle à la maison où il y a, vous pouvez mettre 3660 livres. Alors, donc, livre papier, je préfère livre papier, mais aussi donc l'écran. Alors, ce que j'avais répondu, je crois que ça avait fait. Je me souviens déjà de ça, ça a fait rire sur le plateau, et peut-être dans les salons, c'est que j'ai dit il faut donner les deux et une tablette de chocolat. Ah oui, il faut associer ça au plaisir, ça ne doit pas être mystère. Donc, livre papier, tablette numérique, et aussi tablette de chocolat. Le plaisir, c'est fondamental pour la lecture. Alors donc, voilà les enquêtes. Alors donc, l'idée du livre, donc c'est, voilà, j'ai demandé à des auteurs un peu, des amis un peu dans le monde, on ne peut pas prendre tout le monde, il y a des gens qui suivent, c'est comme pour l'anthologie, Maurice, une anthologie littéraire de 1778, il l'a mentionné, donc il y a 66 auteurs lui-même. Je suis conscient qu'il y a d'autres auteurs que je n'ai pas vu, il y a peut-être au moins 10-12, mais on ne peut pas parce que c'était volumineux. C'est pas l'annuaire. Et d'ailleurs, je reprends ces mots de Jean Franchette. C'est une anthologie personnelle. Ça signifie anthologie personnelle. Ce sont les auteurs que vous aimez, et puis même les extraits aussi. C'est pas l'auteur qui m'a proposé, donc c'est moi. Donc on a même confié avec deux auteurs sur les textes. Donc c'est une anthologie personnelle, c'est de Jean Franchette. Ce que vous aimez. Les auteurs. Alors donc, malheureusement, on n'a pas pu, mais déjà ça fait 66, plus de 350 pages. Alors voilà, alors donc ici, il s'agit, donc j'ai demandé à des auteurs, souvent très connus, donc dans le monde, c'est les États-Unis, on vient de France, de Chine, du Japon, de Chine, et de l'Inde, de raconter leur rencontre avec le livre et la lecture. La rencontre. Alors donc, et ensuite de plaider. Hein, ce sont les plaidoyers pour la lecture. Et le livre s'adresse principalement aux jeunes, à leurs parents, mais aux jeunes. C'est pour ça que le prix, je permets donc de signaler, donc on a mis ça un prix que ça coûte 300 roupies. Donc vous verrez le livre, c'est en hardcover, ça a été fait par Pressicgraph. Je pense que c'est, non, je ne sais pas. Je vois Kefi me dit, donc c'est en plein un beau livre, et il y a un prix accessible, parce qu'il vaut mieux comme si réduire pour augmenter la diffusion. Plus vous augmentez, donc ça réduit. Donc je voudrais, enfin le souhait que le livre soit acheté par les parents. Et voilà. Alors je vous signale, juste avant de passer à la lecture de quelques extraits, qui aura une lecture scénique de ces textes. Tous les textes, mais pas complètement, le 26 mars au Conan Art Center, le 26 mars à 10h30. Donc vous êtes tous invités, mais ça s'adresse là-bas donc aux lycéens, donc niveau bac HSI. Déjà le lycéen pour donner le proviseur dans les contenus, c'est bon signe. Donc il y en a qui vont venir avec 50 élèves. Donc au Conan Art Center, donc les comédiens 5, je crois qu'ils sont dans la salle, ces comédiens donc sont là, et qui vont donc lire les extraits sur scène. Une durée à peu près d'une heure. Et l'objectif est en présence, Jean-Marie sera toujours là, en présence de Jean-Marie Le Tourisme. Voilà, donc c'est une lecture scénique. Alors je voudrais, comme Jean-Marie l'a fait, à mon tour,
c'est lire 3 extraits, et tout ça vous donnera une idée, un petit peu donc du contenu. N'oubliez pas aussi, il y a les illustrateurs, hein, et puis il y a Philippe qui a signalé qu'il y a un illustrateur qui n'est plus là, le Rambus. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il n'est plus là, mais il est là. Hein. Donc on survit. Dans les livres, non. C'est-à-dire pas les livres, on survit. Peut-être le titre du livre de Daniel Roth, Mort, où est la victoire. Il y a des écouteurs, des grilles, on se souvient toujours d'un grand tableau. Donc, ces grands peintres, ces grands musiciens sont toujours vivants, même s'ils sont morts, en quelque sorte. Alors voilà, donc je vais lire ce texte de Tao d'Angelus à Si les animaux lisaient. Beaucoup d'humour, j'espère que je pourrai donc voir. Alors, si les animaux savaient lire, ils auraient dévoré toutes les bibliothèques. Ils ont laissé les livres aux humains, qui ont bien besoin de lire et de s'instruire. Les animaux vivent en se respectant les uns les autres, chacun dans son territoire. Les animaux ne préméditent pas les guerres. Ils n'ont pas de stratégie pour s'emparer des territoires des autres espèces. Ils peuvent se battre pour se nourrir et donner à manger à leur progéniture, mais ils ne se font pas la guerre. Le livre a été inventé pour l'homme pour lui expliquer le monde, le bien et le mal, et 1000 autres choses, pour le divertir, le faire voyager, rêver, rencontrer d'autres mondes. Et vous avez vu que c'est un texte très fort, ce qu'il écrit. Et ce que j'ai dit, je l'ai dit à Pondichéry, les rencontres intellectuelles il y a quelques semaines. J'ai dit les animaux tuent pour se nourrir, pour se défendre. Ce n'est pas les hommes. Attention. C'est pour ça que j'ai dit cette expression, l'homme est un loup pour l'homme. Changez ça s'il vous plaît, parce que les loups sont occupés donc d'un enfant loup. Alors ne dites pas parce que c'est insulter les loups, de dire que l'homme est un loup pour l'homme. Dites que l'homme est un homme pour l'homme. Il tue de façon, c'est en ce moment ce qui se passe dans le monde, à venir. Donc voilà. Donc, ne dites plus cette expression. Donc ça fait rire, mais en même temps, elle rire. Donc, alors voilà. Donc c'est le premier texte de Taha. Quels sont les textes? C'est là, mais en même temps, il y a aussi. Alors, c'est un texte, donc un message donc très fort. Alors, l'autre texte que je dirais, parce qu'il y en a 18, c'est d'Ananda Devi, donc juillet 1971. Alors, c'est très long. Alors, oui, lire. Lire pour tout cela. Lire pour marquer chaque page de la vie de telle fulgurance. Lire pour humer les vieilles âmes et les neuves. Lire pour courir au flanc des impossibles. Lire pour apprivoiser le temps. Lire pour blanchir l'espace. Lire pour apprendre à exister. Lire pour vivre et survivre. Lire pour s'emmitoufler dans de délicieuses et délictueuses émotions. Lire pour l'or et le magma des phrases. Lire pour comprendre et se méprendre et désapprendre. Lire pour être dans le corps des êtres et des choses. Lire pour recréer le monde. Ce monde que nous détruisons davantage chaque jour, qui doit être reconstruit si nous voulons que demain soit autre, soit neuf, soit tout simplement si nous voulons offrir à nos enfants autre chose que la dévastation et les déprédations des puissants. Vous voyez, ça rejoint tard, qu'elle écrit, et c'est l'actualité, au cœur de l'actualité. Donc, comment nous direz-vous l'accueillir que s'il a accompli cela? Il le veut, oui, parce que les livres nous changent. C'est là l'autre magie des livres. Celle qui œuvre dans l'intimité de nos âmes, qui nous apprend à comprendre l'autre, à le devenir, à le vivre. Elle est celle qui nous rassemble et nous ressemble,
qui nous console au cœur de la plus grande désolation. Il nous offre le monde au creux de ses pauvres. Il nous dit, voici le monde, il est à toi, sage en dessous, sage en dessous. Ils ont encore et encore pour prendre soin du monde. Vous voyez, donc, ce que j'ai lu, c'est Ananda qui écrit. Voilà. Donc, il est très enthousiaste, et c'est sa sœur, Salomina Lala, qui a illustré son texte. Et alors, le Lord vous dire que ces artistes ont illustré librement. C'est-à-dire que c'est après la lecture. Et pour moi, quelle perception, quelle lecture. Alors, donc voilà. Et puis, donc, le dernier texte, rapide, donc, c'est. Alors, Ananda, l'autre texte, le troisième. Alors, donc, bon, je ne vois pas le texte, mais voilà. Alors, donc, alors, voilà. Bon, ça me fait rien. Voilà, donc il y a 18, voilà, donc vous avez, Jean-Marie a lu quelques extraits, j'ai lu donc ici 2 extraits. Alors voilà, donc je voudrais simplement ici, donc vous donner donc les noms des auteurs, et des illustrateurs. Alors, donc si je peux donc avoir le livre, ici. Alors donc, les noms des auteurs, les 18, Jean-Marie Le Bézieux, Louis-Jean Calvé, c'est le professeur Louis-Jean Calvé, c'est mon ancien directeur de thèse. Je n'ai pas le temps de parler du chaque auteur. Je vous présente, c'est mon ancien directeur de thèse à Paris 5, Polytechnique. Michel Gazier, journaliste à Télérama, à Libération avant, qui est très connu, auteur. Karim Katan, c'est Jean-Marie qui m'a mis en contact avec lui. Il est né à Jérusalem. Il est docteur en lettres modernes et il est l'auteur de Le Palais des 2 collines qui a eu le prix des 5 continents de la francophonie. Jean-Marie et Alain Tadé font partie du jury. C'est un très beau texte, très fort. Le Palais des 2 collines. Je pèse mes mots, c'est aussi fort que le prix Goncourt de Philippe Bray. Donc, c'est aussi fort de Mohamed Sarr. Très fort, les 2 textes. Alors, donc, le Yuzel, donc le Gilles, Caroline Benjelloun, bien sûr, et Goncourt, Jean-François Samelon à la Réunion, Mohamed Aïssaoui, avec le prix Releux, blessé, qui est critique à Le Figaro, critique littéraire, auteur, Chinmoy Boua, de l'Université de Calcutta, Yoshikazu Nakaji, l'Université de Tokyo, qui est donc un ami de Jean-Marie, qui est un de ses traducteurs, qui est le traducteur de Jean-Marie, donc en mandarin, Keith Moser, l'Université de Mississippi, qui a été un livre sur Jean-Marie. Je crois que c'est JMG les yeux Concerned Citizen of the Global Village. Et Sudi Azari Singh, c'est le grand Sudi Azari Singh qui enseigne à Balliol College à l'Université d'Oxford. C'est le premier Mauricien, c'est le seul enseignant. J'ai déjà dit, Ahmed Baï m'a dit non, donc je dis qui, alors là lui m'a dit oui. Donc il y a d'autres. Ahmed Chambdeux, il y a plusieurs étudiés, mais enseignés à Balliol, c'est le premier. Ses livres sont publiés à Oxford University Press, qui dit mieux, Oxford University Press, et chez Talendier en France. C'est vraiment donc le Sudi Azari Singh, Brianna, qui a eu donc le prix Surpris, avant tout le prix Jean Fonchin, présidé par Jean-Marie Le Bézieux pour son roman Brillant Belle. On attend le suivant. Alors voilà, donc David Naïtou, Amarna Tessini, qui écrit pour le. Pas seulement, on parlait de littérature jeunesse, mais il faudrait cesser, et écrit, c'est un écrivain nouveau. Donc ces textes sont très forts, mais il est plus principalement pour les jeunes. Et puis il y a Saïd Liasson qui est ici, qui est éditeur,
qui a écrit des romans. Et voilà. Et donc, j'ai lu aussi, bon, à la fin, écrire quelques souvenirs de lecture. Alors donc, voilà, c'est simplement que j'ai fait une émission de 86, l'ANBC, chaque mois, à 2019, Covid, j'ai cessé, au moins 300. Ils sont, voilà, l'ANBC là, dans les archives, on les demander à Rachida, du numérique, ça reste. Ben, pourquoi cet attachement? Donc, ça revient, ce que j'ai écrit dans le livre, très tôt. Donc, simplement, il y a quelque chose que je raconte. J'allais acheter le livre. Donc, le livre. J'allais dans une boutique chinoise, vous savez, comme il y en avait auparavant, la boutique de Tico, l'illustrateur a pu mettre ça sur papier. Ben, j'allais là-bas, donc je demandais, voilà, un cadre, c'est pas de livre, de poisson salé. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on a un certain âge, vous savez, il y avait des commissions. Un carnet qui on payait à la fin du mois, crédit. Donc, quand j'avais un certain âge, je pouvais enfin aller à la boutique. Sinon, je n'avais pas le droit. Donc, j'allais, donc je lui dis, poisson salé, tout ça. Là, il m'écoute, il avait un crayon, là, psycho. Donc, c'est un âge, lui-même. Alors, comme je lui dis poisson salé, il envoie sa main, et puis je vois le poisson qui apparaît devant. C'était de la magie. Tout ce que je vois, et puis là, comme ça, on voit, et puis ça apparaît. Donc, j'ai un souci d'écriture à ça. Déjà, il écrivait en chinois. Lui, dans son carnet, il écrivait en chinois. Alors, donc, chinois déjà, une autre écriture. Donc, il écrivait, et puis, donc, il y a aussi donc, mon carnet. On écrit, mais lui, il l'a au prendre. Et puis, ça a été associé. Plus tard, j'ai découvert qu'en Mésopotamie, plusieurs milliers d'années avant, c'est ici, avant notre ère, l'invention de l'écriture, c'était ça. La première, c'était pas pour écrire des poèmes, c'était combien on a en stock, des provisions. Donc c'était ça avant tout. C'est venu après. L'épopée de Gilgamesh, le premier texte littéraire, vient après. Mais c'était ça avant. Et puis après, donc, c'est pas terminé. Maintenant, il me donne ça enveloppé dans du papier journal, déchiré un peu, papier journal étranger, très beau papier. Donc je prenais ça, et en route, quand j'arrivais, je lisais cela. Donc je lisais ce qu'il me donnait, c'est-à-dire le papier d'emballage, et un journal. Donc vous avez vu, et simplement qu'il y a, comme je dis, il y a un match de foot, j'ai lu, mais comme c'est déchiré, jusqu'à maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, la fin du match. Donc, je n'ai pas donc le score combien. Donc, voilà un petit peu, donc c'est tout ce que je raconte ici, là, c'est vraiment réel. Et c'est un peu, donc, comme je dis, ça ne date pas. C'est-à-dire, ça ne vient pas comme ça. Et c'est pour ça que pour les enfants, il faut lire, il faut donner des livres, comme Jean-Marie a filmé, donner les livres, offrir les livres. D'ailleurs, Pascal Lagesse a fait une belle illustration, des livres mais un bouquet. Comme s'il donne un bouquet mais des livres. Alors donc voilà, je m'arrête ici parce que le temps passe. Et donc j'ai lu les noms des auteurs, et pour les illustrateurs, juste une main. Simplement que je dirais ça, je ne vois pas très bien. Et donc il y a Krishna Lakshman, Kalinazu, ils sont là. Donc alors Rishi Yogu qui est à Londres, Rishi Yogu qui a illustré le texte de Sudhir Zaressi, Florent Beuys, qui est venu ici, Nirmala Naren, Pascal Lagesse, Ismaël Gandhi, alors Saloni, donc Lala, qui est la sœur d'Ananda, et Audrey Dubo, Sultana Okin, Chakunaris, Savika Tupsi, alors Priyanka Sudhu, Kaviraj Puni, Jean-Michel Gonflé et Krishna Sanayas. Voilà, donc les 12 et les 18. Alors voilà, donc je m'arrête ici. Merci de votre attention. C'est un peu la dernière partie de
de ce lancement, ils savent rappeler les noms de ceux qui vont recevoir un livre. Merci. Alors donc, comme Jean-Marie est là, donc il va ouvrir. Il y a un collaborateur qui a une mission bien sûr, la moindre des choses. Donc il pourrait acheter un pour offrir. Alors voilà, donc Jean-Marie Lézieux va offrir donc un livre à ceux et celles qui sont là dans la salle. Donc il va offrir un livre. Alors je vois ici. Donc je vois Keith Moser lui-même. Donc voilà. Alors donc et donc après donc il y a Brianna. Alors donc l'un de ces livres, ce sont alors Saïd Hassan. Alors donc il y a bon voilà les auteurs, donc je ne sais pas si les autres sont là, j'ai mentionné tous les noms, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Alors les illustrateurs, donc je vois déjà Audrey Dugaud. Donc Audrey Dugaud qui a illustré. Alors, donc, Ismaël Gandhi, on n'a pas tous les illustrateurs. Khalid Nazo. Et qui a illustré le texte de Karim Katan, et Pété Melvin. Karim Katan, donc voilà. Alors donc, c'est un livre au président du National Arts Fund, Gaëtan Rabel. Alors, je ne sais pas, c'est Savita Topsy, si elle est là. Oui, elle a illustré un texte. Donc, j'ai vu Krishna Lakshman. Et donc, Sultana Oki. Alors, donc, je ne sais pas s'ils sont là. Donc, bon, il y a, ça c'est sûr que. Il est là, c'est Richard Sanayasi.
textes, oui, les textes de la bande Céline. Jean-Yves Gonflé. Jean-Yves. Alors, je pense que c'est Kaviraj Politique. Donc, je ne sais pas, je mentionne les noms, me dirai. Alors, donc, le Chapunaris, bien sûr, qui est étranger. Donc, il a illustré le texte de Cédé, Pascal Lagesse. Voilà. Et voilà, donc, je crois que c'est tout. Donc, pour les illustrateurs et les auteurs, donc, la plupart, comme je vous ai dit, j'ai mentionné tous les noms. Donc, sont à l'étranger. Il y a un point important, c'est que comme il y a plusieurs pays, donc il y a les États-Unis, Yves Moselle, Sully Azarissi, Angleterre, donc en France, Michel Gazli, il y a donc en Chine, Tokyo, et Mohamed Aïssaoui est né en Algérie. Et même Louis-Jean Calvé est né en Tunisie, à Tunis. Ses grands-parents étaient libraires. Vous avez vu un peu le lien. Ses grands-parents étaient libraires, donc à Tunisie. Et ce qui fait qu'en même temps, on voit, comme ces auteurs racontent leur rencontre avec le livre, mais dans différents pays. Vous voyez? Et c'est pour ça que le titre international, ça va avec ça. On dit international, c'est pas simplement les pays, mais simplement on pénètre. Avec Aïssaoui, donc on est en Alger, à Alger. Avec Louis-Jean Calvé, c'est à Tunis, carrément. Et puis, donc là-bas, on est donc à Tokyo. Carrément. Donc c'est intéressant de comparer, et puis avec ici, à Maurice, nos expériences. Donc voilà. Donc ici, donc, je ne sais pas s'il y en a qui. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui n'a pas pu être présent, qui est un mécène, qui soutient toujours tout ce qu'on fait dans le domaine culturel. Donc c'est Arnaud Daly. Il n'est pas Maurice. Donc le salut. Alors voilà.